Mademoiselle Zahir m'avait montré comment remplir une feuille de déclaration trimestrielle et me l'avait ensuite donnée pour aller moi-même la poster. J'avais touché 3 mois de RMI encore. En tout, j'avais touché 6 mois de RMI depuis M. Émile Maurice. Mais ce que nous ignorions tous les deux, c'était pourquoi je ne recevais jamais de feuille de déclaration trimestrielle ni aucun de mes courriers pendant toutes ces années. Je vais vous dire pourquoi maintenant. Je croisais très souvent le chemin du facteur Serge Louis-Marie qui desservait mon quartier et qui ne me donnait jamais mes courriers. Pourtant, j'avais une adresse, j'avais une boîte aux lettres. Ce n'était certainement pas une décision de M. Émile Maurice de me supprimer le RMI puisque c'était lui-même qui avait ordonné à Marie-Thérèse de m'en faire la demande. Quels que fussent nos rapports, je dois reconnaître que M. Émile Maurice était un homme intelligent. Je suppose que ce n'était pas non plus une décision de M. Serge Louis-Marie, le facteur qui desservait mon quartier, de ne pas me donner mes courriers pendant toutes ces années. Un facteur doit apprendre dans sa formation professionnelle que ne pas donner les courriers à qui de droit est une faute professionnelle qui peut entraîner un licenciement définitif sans aucun droit à la CEDIC. Je suppose qu'il ne risquerait pas sa place de cette façon. Mais il ne me donnera pas mes courriers si sa hiérarchie le lui demande. Une histoire de compère avec le maire de la commune, certainement. L'histoire de ceux qui peuvent se permettre de dire « Nous sommes tout en haut de ce système », personne ne pourra nous soupçonner d'avoir une mentalité aussi terre à terre. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque j'étais allé dire tout haut devant la poste et devant la mairie ce que M. Serge Louis-Marie m'avait fait, personne dans la poste et dans la mairie n'avait réagi. C'était comme s'il me disait « Ici, nous permettons à nos facteurs de ne donner les courriers qu'aux gens qui leur plaisent, les autres, on s'en fout. » Je parlais fort dans les rues, mais de toutes les façons, parler fort ou parler doucement ne changerait rien pour moi. Ils étaient bien déterminés de ne pas me laisser passer, de ne pas me laisser faire ce rocher, mais je l'ai fait quand même. Je parlais fort et c'était comme s'il me répondait « Tu gaspilles ta salive pour des gens incapables de s'indigner. » Le facteur ne se permettrait pas s'il n'avait pas la couverture de ses chefs. Il n'avait même pas été réprimandé. Ce jour-là, il me rencontra dans le quartier Belle Étoile et il m'appela « Félix, on se connaît très bien, on a grandi à moins de 100 mètres l'un de l'autre. » Il me dit « J'ai une lettre pour toi. » Et il enchaîna. « Regarde ce que je leur ai demandé de faire pour toi. Je leur ai demandé de ne pas affranchir le timbre. Comme ça, tu vas le réutiliser pour écrire à ton fils. » Je ne fis pas attention à ce qu'il me dit. Je pris la lettre et je la mis dans ma poche en pensant que je la lirais à la maison. Cela faisait près de 10 ans que j'habitais en Martinique. C'était la première et la dernière fois que je recevais une lettre. Je rentrais chez moi et je sortis la lettre de ma poche. Je l'ouvris et je lis « Papa, reviens, fais-le pour nous, nous t'aimons encore. » Entre la date d'envoi et la date de réception, plus de 2 mois s'étaient écoulés. Et c'est à ce moment-là que je revis le facteur dans ma tête qui me dit « Regarde ce que je leur ai demandé de faire pour toi. Je leur ai demandé de ne pas affranchir le timbre, comme ça tu vas le réutiliser pour écrire à ton fils. » Et c'est à ce moment-là que je me posais la question « Comment sait-il que c'est à mon fils que je dois écrire? Et comment a-t-il pu demander à une poste en Seine-et-Marne de ne pas affranchir un timbre pour que je puisse le réutiliser pour écrire à mon fils? Parce que le timbre est affranchi au départ et non à l'arrivée. Ils étaient tellement sûrs que je serais appauvri au plus bas niveau qu'ils me voyaient déjà dans l'incapacité de m'acheter un timbre. Ils avaient tiré dans le dos de M. Émile Maurice, ils avaient défait ce que M. Émile Maurice avait fait pour moi à son insu.
J'avais vu une feuille de déclaration trimestrielle pour la première fois dans les mains de mademoiselle Zahir. C'était elle qui m'en avait refait la demande. Ça m'avait permis de toucher encore 3 mois de RMI. En tout et pour tout, j'avais touché 6 mois de RMI depuis que M. Émile Maurice m'avait permis de toucher le RMI. Je répète que c'est M. Émile Maurice qui m'avait permis de toucher le RMI, donc c'était impossible que ce fût lui-même qui me le supprimât parce que M. Émile Maurice était un homme. Si M. Safache avait refusé de donner au cinéaste l'autorisation de tourner un film chez moi, il serait capable de tout faire pour que je ne touchasse pas le moindre centime. Il doit certainement savoir pourquoi le RMI m'avait été retiré. Mais je crois aussi que le plus haut échelon de la poste de Saint-Joseph doit savoir répondre à cette question aussi parce que c'était le facteur qui ne me donnait pas mes courriers dont mes feuilles de déclaration trimestrielle. C'était fait volontairement pour me supprimer le RMI. Je crois qu'il y a toute une bande de petits copains qui sont impliqués dans cette affaire. S'il y a ne serait-ce qu'un tout petit peu de justice dans la commune de Saint-Joseph, ils devront reconnaître qu'ils me doivent le RMI depuis le jour que le RMI m'avait été accordé jusqu'au jour de mon départ pour la France, moins 6 mois. Ce n'est pas cet argent qui me rendra plus heureux, mais en tout cas, c'est ce qu'ils me doivent. Je demande des excuses à la CAF du Lamentin pour avoir fait un jour une intrusion dans leur bureau en réclamant très fort mes droits, en accusant tous les responsables d'avoir violé mes droits. Sincèrement, j'ignorais que vous n'étiez pas du tout responsable de ce qui m'arrivait. Je ne l'ai su qu'au moment où je lisais la lettre de mon fils, en découvrant que c'était le facteur qui ne me donnait jamais mes courriers, c'est-à-dire peu de temps avant mon départ pour la métropole. Ils avaient accepté de me donner la lettre de mon fils qui m'invitait à rentrer en France, qui me disait sur cette lettre « Papa revient, fais-le pour nous, nous t'aimons encore ». C'était assez touchant. Ça a dû les toucher lorsqu'ils ont ouvert ma lettre parce qu'ils ont lu ma lettre. Si je dis « il » au pluriel, c'est parce que je suppose que le facteur n'était pas le seul impliqué dans cette affaire. Mais pour garder ma lettre plus de 2 mois en leur possession et pour se décider ensuite de me la donner, je pense qu'ils s'étaient appuyés sur le côté touchant. Papa revient, fais-le pour nous, nous t'aimons encore. Si eux, qui sont des enfoirés, ont été touchés, moi qui ne suis pas un enfoiré, je serai nettement plus touché qu'eux. Et si je prends la décision d'aller rejoindre mon fils en France, ce serait un bon débarras pour eux. Pourquoi je dis eux? Parce que j'avais d'abord commencé par croire que seulement le facteur était impliqué dans cette affaire. Je n'étais pas content et je m'étais plaint à haute voix devant la poste et devant la mairie de ce qu'il m'avait fait, mais aucun de ses chefs, aucun dirigeant n'avait réagi. Il n'avait même pas reçu un blâme. Donc il était dans son bon droit. Il me donne mes courriers que si ça lui plaît, et si ça ne lui plaît pas, il ne me les donne pas et personne n'a rien à lui demander. Je ne sais pas si c'était comme ça qu'ils agissaient avec tout le monde, mais c'était exactement comme ça qu'ils agissaient avec moi. Je pris la décision de retourner auprès de mes enfants en métropole. J'avais loué ma maison à Willy, que je croyais être un ami. Je lui avais confié aussi une pépinière avec 1100 plantes dont la plupart valaient plus de 30 francs, qu'il me paierait un tiers des plantes vendues. Je lui avais confié mon chien Punky. Nous avions signé un contrat qui ne devrait en aucun cas sous-louer ma maison à personne. Mais à peine que je fus parti, il sous-loua ma maison à des gens qui feraient une merde chez moi qu'on ne pourrait voir nulle part ailleurs que chez moi. Ces gens-là avaient abandonné toutes mes plantes qui avaient été ensuite envahies par les hautes herbes au profit de trafic hors la loi en tout genre. En clair, ces gens-là
avait convaincu Willy de leur sous-louer ma maison parce qu'ils avaient une mission bien précise: diaboliser ma maison pour faire peur aux touristes. Pour le compte de qui, d'après vous? Tous les matins, il y avait un convoi de touristes qui passait juste derrière chez moi. Cette société appartenait à Monsieur Pied, qui était l'adjoint de Monsieur le maire, Monsieur Safache. C'est la femme de ce monsieur qui avait bénéficié 9 des 11 lots de ramassage scolaire de la commune de Saint-Joseph, ce qui a coûté à Monsieur Safache 18 mois de prison avec sursis, 20 000 € d'amende et 3 ans d'interdiction de droits civiques et civils. Les autres conducteurs de bus se démerderont avec les 2 lots restants. Ils étaient plusieurs. Vous devriez poser la question à Monsieur Pied. Qu'est-ce que vous pensez de cette maison en forme de rocher? S'il ne vous répond pas, c'est de la merde, c'est qu'il n'est pas sincère. Parce qu'ils me prenaient tous pour une merde dans la commune de Saint-Joseph. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis parti en exil. Parce que je sais faire ce qu'ils ne savent pas faire. Ils me martyrisaient, ces connards. Mais s'ils vous parlent sincèrement, vous comprendrez leur goût pour la création artistique. Pendant que j'étais en métropole, Willy ne me donnait pas signe de vie, il ne me versait pas un seul centime, il avait agi en traite envers moi. Félix, elle, était mon meilleur ami et le grand frère de Willy, et comme il ne m'avait pas informé de ce que son petit frère avait permis à ces enfoirés de faire chez moi, je mis un terme à notre amitié. S'il était mon ami, il devrait me tenir informé au moins de ce qui se passait mal chez moi. Les gens à qui Willy avait sous-loué ma maison avaient tué une vache de France sur la voie de la station des eaux qui passe à 5 mètres de chez moi. Je ne suis pas un témoin direct, c'est ce que m'avait dit Jean-Manuel, et France doit certainement s'en souvenir. La vache de France était exposée sur la voie là où le convoi de touristes de Monsieur Pied passait tous les jours. À mon avis, cette vache avait été tuée pour effrayer les touristes, pour donner une mauvaise réputation à ma maison. Vous devriez poser cette question à Monsieur Pied et surveiller son système limbique, parce qu'il va mentir, il va dire qu'il n'y est pour rien. Ce n'était pas un acte de jeune désœuvré, mais une volonté de petits politicards tels que Safache et Pied qui n'arriveraient jamais un jour à la cheville d'Émile Maurice. Et maintenant, Tanon qui prend la relève. Après 6 mois en métropole, je décidai de rentrer au pays. Je n'étais au courant de rien de ce qui se passait chez moi, à part que Willy ne me payait pas, comme Willy ne m'a jamais payé d'ailleurs. Je débarquai à l'aéroport du Lamentin, je voyageais en transport en commun jusqu'à Saint-Joseph, je louais une voiture chez JB, je partis chez moi avec la rage au ventre, en pensant à cet enfoiré de Willy. Je lui dirai: fous le camp, je ne veux plus te voir, ni maintenant, ni demain, ni jamais de ma vie. Mais à ma grande surprise, je trouvai Jean-Manuel, Jean-Pierre et son frère, Philippe, qui étaient en train de nettoyer exactement comme je nettoyais. J'avais changé d'humeur. Je me sentais mieux. J'appris par Jean-Manuel que mon chef Ponky avait été retrouvé mort de faim au bout de sa chaîne. Je vous laisse imaginer le calvaire de cette pauvre bête qui valait mieux que ces enfoirés qui l'ont laissé mourir de cette façon. Il y a des choses que je n'ai pas pardonnées et que je ne pardonnerai jamais. Ces gens se sont permis de faire chez moi ce que je ne me suis jamais permis de faire chez moi. Dans quel monde nous vivons maintenant ? La suite dans les martyrs.